La vérité sur les ovnis reste enveloppée de mystère. Un haut responsable militaire a exprimé son incompréhension. Si l'US Air Force a découvert des corps d'extraterrestres, je n'en ai rien été informé, mais j'aimerais le savoir. Cette question soulève un sujet important. Est-il possible que les militaires aient caché la vérité sur les ovnis au président? De telles choses se produisent constamment, et cela soulève de nombreuses questions. Que c'est réellement le commandant en chef des extraterrestres? Dans un contexte de menaces croissantes venant de l'espace, les États-Unis ont dû faire face à la nécessité de se défendre contre les ovnis. Après la Seconde Guerre mondiale, chaque dirigeant du pays a dû traiter des problèmes liés à la menace pour la sécurité nationale émanant d'intelligence extraterrestre. À la recherche de faits qui pourraient lever le voile sur ce mystère, les chercheurs se sont tournés vers un dossier intitulé OVNI et la Maison Blanche. Tôt le matin du 25 février 1942, seulement 2 mois après l'attaque de Pearl Harbor, la Maison Blanche était en paix. Le président Franklin Delano Roosevelt dormait, mais à 3000 milles de là, sur la côte ouest, un ennemi sous la forme d'un objet volant non identifié menaçait déjà la sécurité du pays. Un flash sur l'écran radar a provoqué un véritable chaos. Les événements de ce jour ont commencé par un message radio, lorsque l'opérateur a contacté le sergent de garde. Attention, ce n'est pas un exercice. Le sergent de garde a déclenché l'alarme et la foule s'est mise en mouvement. Dans les premières minutes, les gens étaient dans un véritable choc. Mais bientôt, les professionnels ont commencé à exécuter leurs devoirs. Ceux qui étaient responsables des projecteurs les ont allumés et ceux qui étaient chargés des armes les ont préparés au combat. Quelques minutes plus tard, le ciel nocturne au-dessus de la côte sud de la Californie était illuminé par des éclairs de lumière et des faisceaux de projecteurs de défense aérienne. Cependant, lorsque les troupes ont commencé à agir, la confusion s'est installée, car personne ne savait exactement où se trouvait l'ennemi. Ce mystère reste non résolu à ce jour. De nombreux vétérans jurent avoir vu un avion cette nuit-là, mais les officiers affirment qu'il n'y avait rien dans le ciel. Même des personnes ordinaires, sans expérience militaire, ont confirmé avoir vu un avion. C'est vraiment quelque chose de très mystérieux. Les militaires ont conclu qu'il était possible que certains avions aient été détectés, mais aucune information n'est apparue sur leur origine, américaine, japonaise ou autre. Un des témoins a exprimé son point de vue: «Je pense que c'était un ovni». Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de parler de petits hommes verts, mais sa conviction que c'était un ovni reste forte. Environ 1 heure, des salves de feu de barrage ont résonné, mais lorsque l'aube a pointé, il est devenu clair que la seule chose à laquelle les soldats avaient causé des dommages était la ville de Los Angeles. Les obus tirés vers le ciel tombaient au sol et explosaient, laissant derrière eux des destructions. Les médias ont réagi, comme c'est souvent le cas dans de telles situations, en exagérant peut-être les événements pour attirer l'attention des lecteurs. Parmi les nombreuses histoires liées à l'incident de Los Angeles, l'une d'elles concernait des sous-marins japonais, dont on disait qu'ils lançaient des appareils non identifiés. Des témoins affirmaient que ces appareils flottaient dans les airs, ne suivant pas la trajectoire habituelle. Une photo d'un tel objet a même été conservée, bien éclairée et ne ressemblant à aucun des aéronefs connus à l'époque. Les rapports sur les dommages causés à la ville ont été envoyés au président Franklin Delano Roosevelt à Washington. L'enquête a été confiée au général George Marshall, chef d'état-major du ministère de la Défense. Le rapport de Marshall est devenu l'un des documents les plus curieux de cette histoire. Il indiquait qu'il y avait dans le ciel cette nuit-là au moins 15 aéronefs, dont la vitesse variait d'une très lente à une augmentation instantanée allant jusqu'à 330 km à l'heure et l'altitude allant de 3 à 6 000 mètres. Il n'y avait cependant aucune agression. Aucune bombe n'est tombée et personne n'a été blessé. Cette nuit-là, il n'y avait ni avion allié ni américain dans le ciel, ce qui a suscité l'incompréhension. Il n'était pas logique pour les Japonais d'agir de cette manière. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul avion dans le ciel, il n'y aurait pas eu d'absence de bombe. La réaction exacte du président Franklin Delano Roosevelt à l'information concernant l'objet volant non identifié reste inconnue. On sait seulement qu'il a envoyé une lettre sévère au secrétaire à la guerre Harry Stimson, exigeant de savoir qui était responsable du système d'alerte aérienne aux États-Unis. Il s'est également demandé si quelqu'un avait pu activer ce système sans accès officiel. La réponse de Stimson au président et l'explication de l'apparition de l'ennemi inconnu demeurent un mystère.
Aucun enregistrement à ce sujet n'a été trouvé dans les archives nationales de la bibliothèque présidentielle de Roosevelt. Un des experts note qu'à l'époque, il est probable que l'on ne percevait pas ce qui s'était passé comme un phénomène extraterrestre, bien qu'en 1942, ces faits suscitaient une curiosité extrême. Les forces de l'Axe contrôlaient tout le continent, et selon l'expert, Roosevelt était tellement préoccupé par les affaires militaires et sa santé fragile que les ovnis ne retenaient pas beaucoup son attention. En juillet 1947, de nouvelles menaces de guerre et un nouvel ennemi, l'Union soviétique, ont poussé les Américains à lever les yeux vers le ciel. Certains y ont aperçu des objets volants non identifiés. Le président Harry Truman a été informé d'un incroyable incident au Nouveau-Mexique qui a rapidement attiré l'attention des journalistes et a secoué tout le pays. Pour la première fois, le président a dû faire face de près à la problématique des ovnis. Truman s'est retrouvé au bon endroit au bon moment et est devenu une figure clé dans l'examen de la question des ovnis à cette époque. Il est connu que les présidents étaient soit informés des soucoupes volantes, soit complètement tenus à l'écart. Dans les mémoires de Truman et dans les documents de son administration, il n'y a aucune mention de cela. Cependant, nous savons que cela s'est produit grâce au général Robert Lander, qui était alors colonel dans l'armée de l'air. Pour son service exemplaire, Truman a nommé Lander comme son pilote personnel et représentant de l'armée de l'air sur les questions d'OVNI. La Central Intelligence Agency a collaboré activement avec Lander. Selon ses dires, tous les 3 mois, il faisait personnellement un rapport au président sur les objets non identifiés. Et cela a continué tant que Truman était en fonction. Selon les estimations d'un expert, il y a eu au moins 18 de ces rapports. Il ajoute que, probablement, beaucoup auraient aimé être une mouche sur le mur lors de ces rencontres, car tous les rapports étaient oraux et aucune note n'était prise. Si l'on ne voulait pas que cela soit écrit en première page du New York Times, rien n'était noté. Cependant, l'incident qui s'est produit dans le ciel au-dessus de la capitale ne pouvait pas être ignoré. L'année 1952 est devenue l'une des plus significatives dans l'histoire des ovnis. Une véritable vague d'événements marquants, tant militaires que civils, a déferlé sur les États-Unis. Un week-end de juillet 1952, un ovni est apparu dans le ciel au-dessus de la capitale, ressemblant à une invasion. Ensuite, les objets ont disparu et les avions militaires sont revenus, mais ils sont réapparus. Cela a conduit les gens à comprendre que le gouvernement ne contrôlait rien, absolument rien. La nouvelle des ovnis est devenue une véritable sensation et a fait la une de nombreux journaux. Truman a pris cela au sérieux et de plus en plus de personnalités publiques ont commencé à parler ouvertement des soucoupes volantes. Lors d'une conférence de presse en 1950, Truman a également mentionné cela. Oui, nous en discutons à chaque réunion avec les militaires, mais ils ne me donnent jamais de données concrètes sur ce qu'ils ont vu. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait ajouter quelque chose, il a répondu « Non, je ne peux pas ». Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Dans ce contexte, il est important de noter que de tels événements se produisent régulièrement. Les soucoupes volantes et d'autres objets non identifiés deviennent partie des discussions, mais de nombreuses personnalités de haut rang, comme le président Truman, n'ont jamais partagé leur expérience personnelle dans ce domaine. Cependant, comme le soutiennent les ufologues, Dwight Eisenhower a effectivement eu une telle expérience au début des années 1950. En 1952, non loin des côtes de la Grande-Bretagne, un objet bleuâtre a été aperçu depuis l'un des navires militaires, observé pendant environ 10 minutes. À ce moment-là, Eisenhower, accompagné d'un amiral, est sorti sur le pont et a également été témoin de ce phénomène. Il se tenait là à regarder et Eisenhower, selon ses propres mots, a dit « Je ferais mieux d'aller voir ça de plus près ». L'homme qui a ensuite raconté cet incident n'a pas entendu d'autres personnes en parler. Sous Eisenhower, les ovnis sont devenus partie intégrante de la culture pop américaine grâce au cinéma et à la télévision. Cependant, il y avait beaucoup de documents à la Maison-Blanche, au-delà des scénarios de films. Pendant sa présidence, le secret autour des questions relatives aux ovnis est devenu la norme. Sous la pression de l'administration Eisenhower, même les militaires ont été privés d'accès à ces informations, ce qui se passait en Amérique. Parfois, des personnes proches de la Maison-Blanche faisaient des remarques spontanées. En mai 1954, le général Nathan Twining, chef d'état-major de l'US Air Force, a fait une déclaration inattendue.
notant que même si les ovnis venaient de Mars et qu'ils étaient suffisamment avancés, ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Il a ajouté que toute autre puissance devait savoir que dans cet hémisphère, ils allaient rester maîtres. En 1963, le président John Kennedy se trouvait sur un bateau près de sa maison à Hyannisport, lorsque, selon les récits, un objet argenté est apparu à environ 18 mètres du bateau. Il a commencé à descendre et ceux qui se trouvaient sur le bateau ont pu le distinguer. Kennedy a demandé à ses compagnons de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation de cette histoire, elle reste dans le domaine des rumeurs, où chacun peut croire ou ne pas croire. Il est difficile de dire ce que Kennedy savait exactement sur les ovnis. Après sa tragique disparition, il ne restait à la Maison-Blanche que quelques documents liés à son nom. Il existe de nombreux mystères liés à Kennedy et aux ovnis, et il y a de bonnes raisons de croire qu'il possédait réellement des informations concrètes sur des objets non identifiés. Kennedy était très préoccupé par la manière d'éviter la guerre, surtout à la lumière de la menace posée par les missiles à charge nucléaire lancés depuis Cuba. Il comprenait que les ovnis pouvaient provoquer le début d'actions militaires et réaliser la nécessité de diplomatie concernant ces objets. Selon les documents, Robert Kennedy, le frère du président et procureur général, répartissait lui-même les messages des chercheurs sur les ovnis entre le congressiste Gerald Ford et les représentants de l'armée de l'air. Les ovnis suscitaient un grand intérêt chez Robert Kennedy, et il existe des documents décrivant en détail les rencontres avec ces objets. Il est rare de trouver des confirmations écrites de la manière dont une personne occupant un poste aussi élevé a été témoin de tels événements. De nombreux chercheurs sur les ovnis estiment que les différences d'opinion politique peuvent influencer l'accès à certaines informations, et que certains présidents des États-Unis n'ont pas été pleinement informés à ce sujet. Certains chercheurs pensent que John Kennedy était le premier à vraiment connaître la vérité sur les ovnis. Il cherchait à devancer les Russes dans la course à la Lune, mais l'espace en lui-même ne l'intéressait pas. Il s'agissait davantage de compétition et de politique. Contrairement à lui, Lyndon Johnson manifestait un immense intérêt pour l'espace. Lorsqu'une personne fait face à une telle force destructrice, elle rappelle une bougie défiant le soleil. Lyndon Baines Johnson est apparu pour la première fois à la Maison-Blanche en tant que vice-président de John Kennedy. En septembre 1961, il reçut une lettre d'un chercheur sur les ovnis, l'informant d'une visite d'extraterrestres. Johnson répondit à la lettre, conseillant à l'auteur de s'adresser au secrétaire exécutif de la NASA au lieu de la diriger vers l'armée de l'air. Cette décision semblait étrange, surtout compte tenu du fait que le vice-président avait personnellement répondu à un message concernant un ovni. Pendant le mandat de Johnson, les militaires reçurent l'ordre d'enquêter sur un incident d'OVNI près de Kecksburg en Pennsylvanie. Les événements survenus le 9 décembre 1965 constituèrent un autre chapitre dans l'histoire des ovnis et de la Maison-Blanche. Une équipe de recherche était présente sur les lieux et la NASA identifia l'objet trouvé. L'armée de l'air envoya également ses représentants. En fin de compte, l'enquête aboutit à ce que l'objet soit transporté dans un laboratoire où il fut qualifié de météorite. Ainsi, cela devint l'explication officielle. Dans ses recherches sur les documents présidentiels, l'auteur cherchait toujours le grain principal. Il a révisé les archives de la Maison-Blanche pour comprendre qui des participants aux événements se trouvait sur le site, où se trouvaient le président et le ministre de la Défense. À ce moment-là, le président était à son ranch à Austin, au Texas. Le lendemain matin, toutes les figures clés étaient déjà au ranch. Parmi eux se trouvaient James Webb, le directeur de la NASA, ainsi que le gouverneur de l'État de Californie et les chefs d'état-major. Des photographies prises ce jour-là au ranch ont été conservées. On a plus tard dit que cette réunion, à laquelle assistaient tous les chefs d'état-major, était consacrée à la guerre du Vietnam. Bien que cette question ait effectivement été discutée, c'est ce jour-là que le président a été montré des images de cet objet. Il existe des preuves sérieuses que cette catastrophe a été activement discutée dans l'entourage du président. Le président Richard Milhous Nixon manifestait également un intérêt pour le sujet des ovnis. Les personnes qui ont discuté avec Nixon à ce sujet affirmaient que son intérêt était immense. Selon des rumeurs, il aurait constitué une grande collection de livres sur les ovnis, ce qui soulevait des questions. De nombreux chercheurs estiment que Nixon recevait des informations spécifiques qui pourraient être rendues publiques. Il semblait qu'il avait l'intention de partager ses réflexions sur le passé, le présent et l'avenir des ovnis dans un livre de Robert Emenegger, ainsi que dans une émission de télévision consacrée à ce sujet.
Et Menneger a déclaré qu'il négociait avec les républicains pour que seuls des membres du gouvernement participent à l'émission, car l'idée était de révéler certains secrets. Bob Menneger, producteur de publicité et producteur de télévision, a rencontré une personne importante, Bob Hellman, avec qui il avait étudié à l'Université de Californie. C'était une véritable fraternité. Plus tard, sous Nixon, Hellman est devenu chef de cabinet. Au milieu des années 70, Menneger et ses partenaires étaient impliqués dans des programmes télévisés d'investigation et travaillaient avec des archives à la base aérienne de Norton. Paul Shartle les a impliqués dans cette affaire, affirmant qu'il existait un film enregistrant l'atterrissage d'un vaisseau spatial extraterrestre à la base aérienne de Holloman. Ce film aurait été envoyé à Norton, où d'autres documents sont également conservés. Au début, l'auteur a pensé qu'on se moquait de lui, mais le sujet des ovnis était trop intéressant. Paul lui a conseillé de contacter le Pentagone, mais de faire semblant de chercher autre chose. Sinon, il serait rapidement renvoyé s'il comprenait qu'il s'intéressait aux ovnis. Il a recommandé d'agir exactement comme il l'avait dit pour découvrir toute la vérité. George Weinbrenner, qui dirigeait le département d'études des technologies étrangères, avait un bunker personnel à Wright-Patterson. L'auteur est descendu dans une grande salle où il y avait de petites caméras partout. Il a demandé à Weinbrenner ce qu'il savait sur l'atterrissage d'un vaisseau extraterrestre à la base aérienne de Holloman. S'attendant à ce qu'il réponde qu'il ne savait pas, il a été surpris lorsque Weinbrenner a tendu la main, a sorti un livre et le lui a remis. En ouvrant le livre, l'auteur découvre qu'il est adressé à son ami, le colonel George Weinbrenner, par le docteur Alan Hynek. Ce travail est entièrement consacré aux objets volants non identifiés. À l'époque, Hynek occupait le poste de conseiller scientifique de l'armée de l'air. Déconcerté, Menneger a immédiatement contacté son ami, le chef de cabinet Bob Haldeman, qui se trouvait à la Maison-Blanche. Eger s'est demandé si celui-ci savait quelque chose sur l'atterrissage d'un ovni sur la base Holloman. Haldeman a répondu qu'il avait entendu parler de quelque chose de semblable, mais qu'il n'avait pas d'informations concrètes. Eger a posé la question de savoir si le président était au courant, mais n'a pas obtenu de réponse claire. Il réfléchissait à ce que les présidents américains pouvaient réellement savoir sur les ovnis. Un de ses amis l'a aidé à rencontrer deux anciens présidents et tous deux affirmaient avoir vu un film enregistrant l'atterrissage d'un ovni sur la base Holloman. À cette époque, Gerald Ford, en tant que membre du Congrès, s'était intéressé au sujet des ovnis, car les habitants de son district faisaient état d'observations dans les années 60. Beaucoup oublient que la principale tâche d'un membre du Congrès est de servir ses électeurs. Jerry a toujours été prêt à écouter les gens, même en dehors de ses fonctions. Ford s'est engagé à aider ceux qui cherchaient la vérité et a exprimé le souhait que le Congrès mène une enquête sur ces cas. Le 5 avril 1966, le Comité de la défense du Congrès a tenu des auditions publiques sur le sujet des objets volants non identifiés auxquels assistait le ministre de l'Armée de l'air, Harold Brown. Il a déclaré que l'enquête serait ouverte et que toutes les auditions seraient publiques. On ne sait pas comment le point de vue de Ford sur les ovnis a changé après ces auditions, mais de nombreux rechercheurs affirment qu'en devenant président, il a nommé des conseillers conscients de la menace potentielle des ovnis. Parmi ses assistants se trouvaient Dick Cheney, Donald Rumsfeld et George Bush Sr., alors directeur de la CIA. Ford avait besoin de personnes en qui il pouvait avoir confiance et qui lui faisaient confiance. Après son départ de la Maison-Blanche, Ford a écrit dans une lettre à un ancien agent du renseignement de l'armée de l'air s'occupant des ovnis que pendant son activité au Congrès, ainsi qu'en tant que vice-président et président, il avait à plusieurs reprises demandé des informations sur les ovnis. En règle générale, les responsables ne fournissaient aucune information. En tant que président, Ford n'a jamais abordé ce sujet. Cela aurait pu donner l'impression qu'il avait perdu tout intérêt, mais selon l'auteur, il a décidé que discuter de telles questions n'était pas avantageux pour sa carrière politique. Il existe peu de documents reliant les ovnis et la Maison-Blanche, et encore moins de rapports indiquant que l'un des présidents aurait pu les voir. Une seule reconnaissance publique appartient au président Jimmy Carter, qui est devenu le premier commandant en chef à déclarer avoir vu un ovni. Carter a été surnommé le président des ovnis, car il affirmait réellement avoir été témoin de ce phénomène. L'organisation qui étudie les ovnis lui a écrit une lettre lui demandant de décrire ce qui s'était passé. Jimmy Carter a fait cela, et tout le reste est devenu histoire.
Comme le racontait lui-même Carter, l'incident s'est produit en octobre 1969, lorsqu'il est arrivé à Lirishita, en Géorgie, pour s'exprimer devant le Lions Club. Il partageait émotionnellement ses impressions. Et cela a eu un fort impact sur le public que Carter, alors sénateur, parlait ouvertement de cela. Même en devenant gouverneur, puis président, il n'a jamais renié ses paroles. Il a toujours déclaré honnêtement: oui, j'ai vu quelque chose, et non, je ne peux pas déterminer ce que c'était. Cela soulignait sa sincérité. Il ne se moquait pas de ceux qui affirmaient avoir vu des objets non identifiés. Carter a toujours dit qu'il pouvait comprendre les personnes ayant vécu de tels événements, et il n'a jamais plaisanté à leur sujet, ayant lui-même vécu quelque chose de similaire. Le récit de Carter dresse un tableau vivant de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'a jamais tenté de déterminer ce qu'il avait vu. Dans le ciel à l'ouest est apparue une lueur brillante qui a attiré l'attention de nombreux témoins. L'un des témoins, Carter, décrivait cet objet comme ayant des contours circulaires nets, qui semblaient briller de l'intérieur. Il se trouvait à environ 1 kilomètre de la Terre et se déplaçait en avant et en arrière avant de disparaître. Lorsqu'il s'agit d'ovnis, de nombreuses personnes vous regardent avec méfiance, et cela peut empêcher les témoins de parler de leurs observations. Carter, cependant, n'a jamais renoncé à sa description. Cela témoigne du fait qu'il était l'une des personnes les plus honnêtes que l'on ait jamais rencontrées. Il cherchait à soutenir les chercheurs d'OVNI, souhaitant leur faire comprendre que le gouvernement sait beaucoup plus qu'il ne le dit. Pendant sa campagne électorale, Carter a promis que, une fois à la Maison-Blanche, il ouvrirait toutes les informations disponibles sur les ovnis. Il a effectivement pris des mesures pour que les informations sur les éventuels cas d'apparition d'ovnis soient accessibles au grand public et aux scientifiques. Comment a-t-il réussi à tenir cette promesse? Dès qu'il est devenu président, il a reçu une lettre lui rappelant: tu es maintenant là où tu peux accomplir ce que tu as promis. D'accord, fais-le. Pendant son mandat, la Maison-Blanche a reçu pas moins de 9000 lettres concernant les ovnis. Bien qu'il n'ait pas répondu à toutes ces lettres, beaucoup se demandaient comment il comptait tenir sa promesse faite en 1976. Certains chercheurs soupçonnaient qu'il existait d'autres raisons pour lesquelles Carter ne pouvait pas tenir ses promesses. La CIA fournissait de temps à autre au président des informations de renseignements importantes, et l'un de ceux qui le faisait était George Bush Sr. Lorsque Carter lui a demandé des informations concernant les ovnis, Bush a répondu: vous n'avez pas besoin de le savoir. Il y a le besoin de savoir et il y a la curiosité. Cela soulignait que le président était animé par la curiosité, bien qu'il fût difficile de prouver que Bush avait informé Carter sur les ovnis. Néanmoins, au cours de son mandat, Carter a rendu public certains documents sur les ovnis. Cela a été une période dorée pour la communauté ovni, car des milliers de documents sont devenus accessibles grâce à la loi sur la liberté d'information. Environ la moitié d'entre eux étaient conservés dans les archives depuis déjà 30 ou 40 ans. La plupart de ces matériaux ont été déclassifiés au cours des 4 années de la présidence de Carter et comprenaient à la fois des témoignages de témoins et des rapports militaires officiels. L'accès à ces documents a donné un sérieux coup de pouce aux recherches sur les ovnis. Nous vivons aujourd'hui au nom de l'avenir et cela doit être clair pour tous. Il est temps de commencer à agir. C'est très important, soulignaient les chercheurs. On sait que Ronald Reagan a également été témoin de 2 cas d'apparition d'ovnis avant de devenir président. L'un de ces cas a été décrit par l'actrice Lucy Lievov dans ses mémoires. Elle se souvenait comment Reagan et sa femme Nancy étaient arrivés en retard à une fête hollywoodienne et, en arrivant, étaient très excités en racontant à tout le monde l'étrange objet qu'ils avaient vu dans le ciel alors qu'ils se posaient sur la côte. Ronald Reagan manifestait un intérêt pour les ovnis, ce qui était lié à son expérience personnelle. Il avait lui-même vu quelque chose d'inhabituel par le hublot d'un avion lorsqu'il était gouverneur de Californie. Cet événement lui avait laissé de vives impressions. Reagan, selon les rumeurs, avait été témoin d'une lumière blanche qui se déplaçait en zigzag à côté de son avion. Il avait donné l'ordre au pilote de suivre cet objet, faisant confiance à un pilote expérimenté qui avait accumulé 30 000 heures de vol, un nombre incroyable pour n'importe quel pilote. Lui et les autres membres de l'équipage avaient vu cet objet mystérieux, le poursuivant pendant plusieurs minutes avant qu'il ne disparaisse soudainement de leur vue. Il est possible que cet événement soit la raison pour laquelle, durant sa présidence, Reagan a souvent abordé les thèmes des ovnis et de la vie extraterrestre.
En février 1988, lors de la conférence annuelle du Parti conservateur, Reagan a déclaré: «Notre scepticisme inébranlable, profondément enraciné et omniprésent, avec lequel nous réagissons aux ovnis, a été déclaré la grande sagesse de Washington.» La préparation de ces discours était un processus complexe, impliquant au moins 25 agences du département d'État. Chacune d'elles apportait sa contribution, et Reagan prêtait une attention particulière à chaque mot et fait mentionner dans ses discours. Il a demandé à ses rédacteurs de discours de préparer un discours sur le danger potentiel des ovnis, croyant qu'en cas d'invasion extraterrestre, l'humanité pourrait s'unir et notre monde deviendrait un tout. Il appelait cela sa fantaisie. L'une des discussions les plus vives à ce sujet a eu lieu entre Reagan et son rédacteur de discours, Rad Dawson, qui tentait d'exclure les éléments de fantaisie du discours présidentiel. Cette discussion a précédé l'allocution de Reagan à l'Assemblée générale des Nations unies en 1987. Dans une note adressée à Reagan, Dawson a écrit: «Monsieur Reagan, voici votre discours, veuillez le consulter.» Reagan a parcouru le texte et a remarqué qu'un point important concernant les extraterrestres avait été supprimé. Dans ses commentaires, il a écrit à la main: «Le texte du discours contient trop d'anticommunisme. Je veux que cela soit corrigé. Et, entre parenthèses, ne pourriez-vous pas réintroduire dans le texte ma fantaisie selon laquelle l'humanité pourrait s'unir face à l'apparition de créatures d'autres planètes?» N'osant ignorer les instructions du président, Dawson a réécrit le discours. Dans son allocution à la 42e Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre 1987, Reagan a déclaré: «Les différences entre nous pourraient disparaître si nous étions confrontés à une menace venant de l'espace. Et je vous demande, n'y a-t-il pas déjà des étrangers parmi nous?» La raison pour laquelle les gens voient souvent des ovnis pourrait être simple. Ils le souhaitent simplement. Les ufologues affirment que George Herbert Bush est la clé de la compréhension moderne des ovnis. En tant que président, Bush a effectivement joué un rôle important dans le développement de l'ufologie. Son importance résidait dans le fait que de nombreux chercheurs ont toujours cru qu'il était au courant de ce qui se passait. En tant que directeur de la CIA sous la présidence de Ford, puis vice-président sous Ronald Reagan, il recevait un grand nombre de rapports, y compris des informations sur les ovnis. Herbert Walker Bush, en tant que chef de la CIA, était, selon beaucoup, directement impliqué dans l'étude des ovnis. Si c'est le cas, alors il est peu probable qu'il en parle jamais. Il existe une opinion selon laquelle il sait vraiment beaucoup de choses sur les ovnis. Les gens ont souvent écrit à la CIA au sujet de leurs observations et ont envoyé des demandes basées sur des lois sur la liberté d'information, s'interrogeant sur les documents concernant les ovnis. De telles demandes ont été nombreuses, mais la CIA affirme qu'elle ne s'occupe plus de ces questions. Cependant, peut-on croire que de nombreux Américains acceptent cela? Nous, en tant que nation, sommes connus pour notre curiosité et notre quête de connaissances. Néanmoins, il y a quelque chose qui indique un lien entre le président Bush et les ovnis. Lorsque l'auteur a écrit à la bibliothèque de Bush, on lui a répondu que leur archive ne contenait qu'un seul document concernant les ovnis. Officiellement, il n'existe aucun document liant George Bush à ce sujet. Cependant, de nombreux ufologues sont convaincus qu'il possède des connaissances significatives sur les objets volants non identifiés. La réponse à la question sur les ovnis pourrait se cacher parmi les nombreux documents gouvernementaux qui ont récemment été déclassifiés par diverses agences militaires. Les chercheurs estiment que George Bush et son administration, y compris des figures telles que Dick Cheney et Donald Rumsfeld, constituaient une équipe puissante qui a soigneusement dissimulé des informations sur les ovnis au grand public, les laissant à la disposition des militaires et des services secrets. George Bush, selon beaucoup, était un homme qui apparemment comprenait bien ce qui se passait dans ce que l'on pourrait appeler un monde secret. Ce monde dépasse son mandat présidentiel et n'agit jamais ouvertement. Il dispose de moyens grâce à la vente de pétrole et de nombreux contacts utiles, ce qui lui permet d'être au courant des événements avant les autres. En 1947, à Roswell, au Nouveau-Mexique, selon certains chercheurs, il n'y a pas eu de crash de vaisseau extraterrestre. Les archives présidentielles de William Jefferson Clinton contiennent une vaste collection de documents concernant les ovnis, allant de Roswell jusqu'à nos jours. Sous Clinton, les ovnis révélés au monde sont devenus plus accessibles et discutés. Les Clinton affirmaient que leur bibliothèque à Little Rock avait beaucoup de fenêtres, symbolisant l'ouverture de son administration.
Cela est devenu une mine d'or pour les chercheurs. Clinton, comparé à d'autres présidents, a fait plus pour que les documents classés soient accessibles au public, tout en cherchant à réduire le niveau de secret au sein du gouvernement. Il est devenu le deuxième président à aborder le sujet des ovnis au niveau national et n'a pas eu peur d'en parler publiquement. Dans l'un de ses discours, il a abordé la question de la sécurité publique, notant qu'auparavant, les gens pensaient avoir plus de chances de voir un ovni que de s'occuper des questions de sécurité. Cette approche lui permettait de mettre ses opposants dans une position délicate. De nombreux chercheurs estiment que l'administration Clinton était en faveur de la divulgation de documents classifiés sur les ovnis. L'une des remarques les plus émotionnelles sur ce sujet a été faite lors du discours du président Clinton le 30e jour de novembre 1995. La rédaction d'un discours présidentiel est un processus complexe qui prend des mois, et chaque mot du texte est soigneusement vérifié. Clinton s'est adressé à un public de 80 000 personnes en Irlande du Nord, où il a lu une lettre d'un garçon nommé Ryan. Il a déclaré : « Ryan, même si tu n'es pas ici aujourd'hui, je vais répondre à ta question. Si l'US Air Force a découvert des corps d'extraterrestres, je n'en ai rien su, mais j'aimerais le savoir. » Cette déclaration faisait allusion à la presse américaine qui parle plus qu'elle ne sait et jetait également une ombre sur les militaires. Lorsque les chercheurs ont examiné les premiers rapports de l'US Air Force sur l'incident de Roswell, déclassifié en 1994, ils n'y ont trouvé aucune mention d'extraterrestres. La question de la confiance envers les gens et de la divulgation d'informations sur les ovnis restait d'actualité. La moitié des personnes présentes à la réunion étaient convaincues que les ovnis étaient réels et se demandaient si le président allait révéler ce qui se passait réellement. Certains ufologues estiment que George Walker Bush, 43e président des États-Unis, a utilisé la puissante équipe de son père pour maintenir le secret sur les documents concernant les ovnis. Ces deux-là étaient déjà de grandes figures, continuant d'influencer la situation. Dans la discussion sur les questions liées aux ovnis, une attention particulière est accordée à Dick Cheney et Donald Rumsfeld. Ces figures ont toujours été considérées comme des ufologues bien connectés, des personnes qui sont presque toujours au courant de ce qui se passe. Cependant, il reste flou de savoir dans quelle mesure l'administration a réellement informé le président sur les questions concernant les objets volants non identifiés. Beaucoup pensent que c'est le vice-président Dick Cheney qui s'occupait de ce problème. En avril 2001, le chercheur sur les ovnis Grant Cameron a eu des raisons de douter du désir de Cheney de divulguer des informations sur les ovnis. Il avait l'intention de lui poser quelques questions délicates. Avez-vous vu un ovni ? Qui c'est ? Que pensez-vous de cela ? Et enfin, la question la plus importante. Vous a-t-on informé des ovnis ? Peut-être que quelqu'un est venu un jour dans votre bureau avec des documents à signer et vous a informé de ce qui se passe. Et peut-être que cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Si l'on parvenait à prouver que le président est tenu au courant des événements, cela signifierait que les ovnis non seulement existent, mais méritent également une attention sérieuse. Ces questions, Grant Cameron avait l'intention de les poser à Dick Cheney lors de sa participation à une émission de radio à Washington, où il avait réussi à passer en direct dans le studio. Cameron a rappelé la déclaration de George Bush, faite en juillet de l'année dernière, qui avait suscité des discussions sur l'apparition d'un programme sur les ovnis dirigé par Cheney. En réponse à la question de ce qu'il savait en tant que vice-président sur les ovnis, Cheney avait déclaré : « Si l'on m'en avait informé, cela aurait probablement été une information classifiée. » Cette déclaration avait choqué Cameron car elle confirmait que l'information sur les ovnis pouvait effectivement être secrète et que Cheney n'avait pas l'intention d'en parler. Cela signifiait que le gouvernement continuait de tout garder secret et qu'il avait des choses à cacher. Le sujet des secrets gouvernementaux concernant les ovnis et leurs menaces potentielles pour la sécurité nationale avait suscité de vifs débats. Chaque dirigeant de pays sait ou peut savoir quelles données sont détenues par les structures gouvernementales s'occupant des ovnis. Cependant, la question demeure. Pourquoi la Maison-Blanche ne fournit-elle aucune information à ce sujet ? À cette question, Cameron ne savait pas quoi répondre. La déclassification des documents sur les ovnis était devenue un véritable cauchemar pour tout président des États-Unis. C'était un peu comme être un peu enceinte. On ne peut pas être un peu transparent. Dans de tels cas, il y a toujours un sentiment qu'il existe une structure où toutes ces informations sont rassemblées. Et il est toujours intéressant de savoir qui en est le responsable.
Une telle situation crée un terreau fertile pour les théories du complot. Cameron pense que les présidents doivent simplement accepter les règles du jeu. Leur temps à la Maison-Blanche est limité, tandis que les services de renseignement existent pour toujours. Maintenir le secret concernant les ovnis est le moyen le plus simple d'éviter des ennuis supplémentaires. Les gens ordinaires doivent comprendre que la divulgation des documents sur les ovnis est dans leur meilleur intérêt. C'est nécessaire pour la survie afin que le gouvernement, auquel ils ont appris à faire confiance depuis leur enfance, devienne réellement un gouvernement pour le peuple. La déclassification des archives est le seul moyen d'y parvenir, car c'est une énorme partie de l'histoire qui leur a été cachée pendant 6 décennies. Cela est inacceptable pour les Américains, pour les gens ordinaires. Cameron se demande ce qui a réellement changé depuis l'époque du président Roosevelt. Si l'on ne tient pas compte des progrès dans le développement des technologies et de la sécurité, la Maison-Blanche considère toujours les objets volants non identifiés comme une source de menace potentielle. En avril 2005, un rapport a indiqué qu'un radar avait détecté un objet volant non identifié dans le ciel au-dessus de la Maison-Blanche. Un message alarmant concernant un avion non identifié ayant violé les frontières interdites au vol a provoqué une véritable panique à la Maison-Blanche. Les services spéciaux ont rapidement réagi à la situation, prenant position et évacuant les personnes de la zone dangereuse. Pendant ce temps, le président Bush et le vice-président Cheney se sont réfugiés dans des bunkers souterrains. Les actions confuses des services de sécurité durant cet incident rappelaient la confusion qui avait envahi les troupes se défendant contre une menace similaire en 1942. Que s'est-il réellement passé? Selon le rapport du département de la sécurité intérieure, la cause de tout cela était une éruption accidentelle sur l'écran du radar.